Bonjour à tous. Je suis Amélie Lavie et pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige la Fragrance Foundation depuis plus d'1 an. Bienvenue au Fragrance Source. Alors, qu'est-ce que la Fragrance Foundation? C'est une association qui réunit tous les acteurs de la filière parfum et qui a pour mission de valoriser et de promouvoir tous les talents et les savoir-faire de la filière. La filière, c'est 165 000 emplois en France. C'est le troisième plus gros contributeur au PIB. Et ce sont des emplois qui, pour 85% d'entre eux, sont en région. Ce n'est pas une industrie 100% parisienne. Ces 165 000 employés, c'est un réseau de professionnels bienveillants que la Fragrance Foundation a pour mission d'animer. Et les Fragrance Talks sont un petit moment, 20 minutes, pour comprendre, partager sur un sujet. En ce moment, en tout cas, c'est sur les sujets de la RSE. Alors, depuis hier soir, nous savons que l'art est encore pour quelques semaines emprisonné, enfermé. Alors, on vous propose aujourd'hui de voyager avec Catel Pisson, qui est parfumeur, et Stéphane Picard, qui est sourceur. Et ils vont vous parler de la plante jusqu'au flacon, comment on fait pour avoir des parfums naturels et éthiques. Luce Grosse-Tête, qui est directrice de Beauty of Change, est avec moi pour m'aider. Coucou Amélie. T'es là? Ouais. Stéphane, je te vois. Catel aussi. Eh bien, Luce, je t'en prie, au boulot. Tu me nommes animateur? Oui. Immédiatement. Comme ça, je peux partager la présentation de Stéphane et Catel. On est vraiment très, très contents de vous avoir tous les deux. Catel, déjà, on s'est rencontrés grâce à la Fragrance Foundation il y a quelques mois lors du prix d'innovation responsable, puisque un parfum que tu as créé était finaliste. Oui. Et qui était un parfum de la marque Acorelle. Et en fait, donc toi, tu es parfumeur depuis plus de 15 ans. Et je vais partager mon écran. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Génial, je me mets en diaporama. Super. Oui, donc, Catel, toi, tu es parfumeur depuis plus de 15 ans, parfumeur indépendant depuis quelques années. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, en fait, tu m'as dit donc, que tu es une amoureuse des ingrédients naturels. Et ça vient en fait de ton enfance. Je crois que tu m'as parlé de tes grands-parents auprès de qui tu vivais et qui t'ont toujours enseigné l'amour de la nature et des ingrédients naturels. Et donc, toi, ton parcours de parfumeur, tu le vis à travers cette envie de sublimer les ingrédients naturels. Oui, c'est ça. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis parfumeur depuis plus de 15 ans maintenant, avec cet amour des matières premières naturelles. Que je pense, oui, qui vient de mon enfance. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient un peu précurseurs pour l'époque, avec des envies et la volonté de ce respect de la nature et de l'environnement qui était déjà hyper important. Donc, j'ai été élevée là-dedans. Je pense que c'est une chance, même si quand j'étais petite, je ne me rendais pas forcément compte. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui m'a donné l'envie par la suite de continuer dans cette voie. Alors, effectivement, ça me semblait important que même dans notre métier, on reste avec, qu'on partage ces valeurs qui sont mes valeurs, en fait, sur ma philosophie de vie. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de m'orienter assez rapidement sur les créations naturelles, même si je ne fais pas que ça, mais sur les créations naturelles, parce que je voulais mettre en avant, justement, ces matières premières naturelles que la nature nous offre. Et je voulais vraiment pouvoir les sublimer. C'était vraiment important pour moi. Et d'ailleurs, tu participes notamment à la création donc, de maisons comme Acorelle, dont je viens de parler, voilà. Et Maison Suzy, qui est une marque, je crois, de parfum pour enfants et ados. Ouais, voilà. Alors, c'est les dernières créations que j'ai réalisées, donc notamment toutes les créations pour la marque Acorelle, qui est une marque de parfum 100% naturel, éco-certifié. Et une jeune marque qui est sortie l'année dernière, donc qui n'est pas 100% naturelle, mais qui est à 95% naturelle, donc c'est déjà bien, de parfums pour enfants, et qui est éco-responsable. C'est-à-dire que tout le concept a été basé dessus. Et c'est vrai que là, je travaille sur pas mal d'autres projets, et tous les projets qu'on me demande sont des projets avec cette volonté de respect de l'homme, de la nature, cette transparence. Et c'est vrai que c'est important, et je trouve que c'est bien qu'on évolue là-dedans et que tout le monde, on a beaucoup plus conscience de cette importance.
D'accord. Ben, merci, Catel. Toi, Stéphane, tu es sourceur. Voilà, donc tu vas chercher les matières premières naturelles aux quatre coins du monde. Tu parcours le monde depuis un certain nombre d'années. Et vraiment, ton obsession, c'est les matières premières naturelles belles dans le respect de l'environnement et de l'éthique. Voilà. Et tu as créé en 2019 Parfumeurs sans frontières. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est Parfumeurs sans frontières? Alors, Parfumeurs sans frontières, bonjour d'abord. Parfumeurs sans frontières, c'est une association qui va en fait réunir un certain nombre de personnes pour aller mettre en application ce qu'on a fait dans l'entreprise, c'est-à-dire aller chercher et aider les producteurs à avoir les meilleures valeurs ajoutées possibles de leur matière, en leur transférant des procédés de transformation, les aidant dans la distillation, l'extraction et autres, et en apportant vraiment des valeurs ajoutées. Donc du coup, on applique en fait ce qu'on a vu dans l'entreprise sur le plan associatif pour que eux-mêmes puissent vendre leurs valeurs ajoutées. J'ai rencontré notamment sur place, là-bas à Madagascar, une femme qui soigne avec des huiles essentielles. Donc, on est en train de faire pour elle un certain nombre de développements pour qu'elle puisse à son tour vendre ses procédés et vendre ses matières directement. D'accord. Donc, tu as créé Parfumeurs sans frontières avec l'expérience de l'entreprise Behave que tu as créée il y a une quinzaine d'années à peu près. D'accord. Voilà, et Behave a été créé maintenant en 2007, effectivement, il y a Une petite quinzaine d'années. Et alors, est-ce que tu peux nous dire là sur la photo de gauche ce que tu es en train de faire? Mais sur la photo de gauche, je suis en train de sentir en fait une matière première qui est issue de cet arbre. Le travail du sourceur, c'est un travail qui est bien sûr un travail de terrain, mais avant d'être un travail de terrain, c'est d'abord des recherches qui se font sur le plan de l'histoire des matières, sur le plan histoire par rapport aux humains, hein, aux producteurs. Et puis, c'est la rencontre sur le terrain de botanistes aussi qui peuvent me diriger en fait dans des forêts pour aller voir certains arbres qui auraient des possibilités ou des potentialités d'odeur. Donc, les arbres, c'est les feuilles, ce sont les feuilles, ce sont le bois, bien évidemment, ce sont l'écorce, ce sont aussi les racines. Donc, il y a un certain nombre de senteurs que l'on peut obtenir en allant vraiment sur place. Et on voit aussi les actions particulières qu'on peut avoir. Une anecdote précise, en Namibie, on est allé voir un acacia, le fétida, et cet acacia, il a la particularité, quand on commence à attaquer son écorce, à rejeter une odeur fétide terrible. Donc, vous rejetez tout de suite par rapport à cette odeur. Et la personne sur place, me disait que notamment les animaux qui viennent manger les fruits de cet arbre, en fait, ils deviennent un peu malades. Et par les racines, ces acacias transmettent en fait l'alerte aux autres acacias aux alentours. Donc, il y a une intelligence de la nature qui est extraordinaire. Et quand je suis sur place comme ça, sur des odeurs qui peuvent être très particulières, ce ne sont pas forcément des bonnes ou des mauvaises odeurs, ça ne veut pas dire grand-chose. En parfumerie, je pense qu'Atel pourra le confirmer. Il faut de la puissance. Et quand je suis sur le terrain aujourd'hui, par rapport à certaines matières, certaines odeurs que je recherche, on recherche de l'animalité au travers du végétal. Donc, de trouver des matières fortes qui sentent l'animal peuvent être un atout aujourd'hui pour la parfumerie de demain. Et donc, l'acacia fétida, c'est l'ingrédient, la molécule odorante est utilisée en parfumerie ou quand même pas? Alors, pour le moment, ce n'est pas utilisé. Il faut savoir que quand je trouve une matière sur le terrain, il faut entre 3 et 7 ans pour que cette matière puisse arriver sur le pôle des parfumeurs, si tant est qu'elle survit aux différentes étapes qui sont les législations, la durabilité de la matière, puisque quand on coupe un arbre, par exemple, comme le santal, je peux vous montrer une petite tranche de santal. Quand on voit au travers de cette tranche de santal toutes les années qu'il a fallu pour produire ce santal. En gros, il faut une cinquantaine d'années. Il faut s'assurer qu'il y en aura pour demain, pour les générations futures. Et ça, c'est très important. Donc, l'objectif, par exemple, avec Dudgeon Sandalwood, c'était vraiment qu'on replante une douzaine d'arbres pour tout à recouper, pour être sûr qu'il y en ait pour les générations futures. Et ça, c'est vraiment un attachement particulier. Il y a des matières que j'ai trouvées qui sont magnifiques, mais qui ne verront jamais le jour parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'arbres pour assurer aux parfumeurs une longévité.
Oui, et peut-être aussi des matières premières qui n'arrivent pas non plus, puisque leur méthode d'extraction est peut-être pas au point, parce que je passe à la slide suivante. On a sur cette slide donc, des extractions de matières premières, donc j'ai l'impression que c'est sur place. Ça aussi, il faut passer ce test-là. Alors là, le test, c'est ce qu'on voit là, les deux outils en fait, que j'utilise sur le terrain. D'abord, j'ai un autre outil qui est un outil de repérage de plantes, mais c'est une pompe. Alors, je l'ai avec moi, je peux vous la montrer. Hein. C'est une petite pompe à odeur qui me permet, avec un Tenax, un Tenax, c'est une petite, voilà, une capsule comme ça qu'on met sur la pompe et qui va emprisonner en fait l'odeur de la plante. Et ça, on peut le faire essentiellement quand même sur des fleurs. Sur d'autres matières, c'est plus compliqué. Là, j'étais en train de pomper une odeur, c'était au Cambodge, sur des fleurs boulets de canon, sur des arbres qui poussent notamment, ou en tous les cas qu'on a plantés tout près des centres moines bouddhistes et qui sont vraiment très très belles et qui ont une odeur très très particulière. Là, on aura un problème, notamment sur les fleurs, on a un véritable problème puisqu'il faut un volume très important, le rendement de fleurs est très faible, donc on aura un véritable problème pour collecter suffisamment de fleurs pour en faire une matière pour demain. L'autre appareil, c'est un appareil qui me permet d'extraire, et là on peut passer effectivement aussi bien de la racine, des feuilles, des fleurs, et ça c'est très intéressant, et c'est un appareil qui me permet dans tous les pays du monde d'extraire, puisque j'ai besoin simplement d'un gaz qui est un gaz butane qu'on trouve notamment pour les remplissages de briquets. Donc c'est assez facile à utiliser. Et c'est assez intéressant dans le sens où, avec la pompe, je vais emprisonner l'odeur de la plante et je vais pouvoir ramener ça à Grasse et ils vont pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Notamment, il y a des allergènes ou s'il y a des molécules un petit peu particulières. Donc, ça donne déjà des éléments de référence. Et puis, la deuxième partie, c'est pour ramener au parfumeur en disant, voilà, les premiers essais que j'ai pu faire, voilà ce que ça sent. Est-ce que déjà, cet essai-là est validé? Si on peut déjà valider cet essai-là, on a déjà fait un tri. Trouver des plantes aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, c'est de les faire référencer, enregistrer et utiliser. C'est ça la complication. Donc, il faut être très patient dans ce métier. Ouais. Et alors, donc, justement, à utiliser, c'est pour ça que Stéphane et Catel, vous travaillez ensemble. Hein, vous êtes vraiment, vous avez deux métiers complémentaires et indissociables, justement, puisque toi, Stéphane, donc, tu pars à la recherche de ces plantes et Catel, tu les utilises. Alors, je crois que vous avez envie de parler de certaines matières en particulier. Donc, justement, Stéphane, tu nous as montré le santal tout à l'heure. Mais il y a d'autres matières sur la slide. Donc, est-ce que vous avez envie de nous en parler un petit peu? Moi, je peux parler un peu. Continuer le santal, j'ai créé BF pour avoir effectivement. D'abord, c'est sur le santal, c'est-à-dire que la première aventure qui est liée d'une amitié avec Steve Birbeck, ça a été vraiment de montrer qu'on pouvait sourcer un ingrédient pour la parfumerie qui soit durable et éthique. Éthique, aujourd'hui, on est arrivé avec la société de Jan, où la société appartient pour moitié aux aborigènes. Donc, ça veut dire qu'on a quand même aujourd'hui on est arrivé à avoir un bois que l'on sait durable sur les centaines d'années qui viennent et pour lequel les aborigènes touchent une rémunération qui est non seulement équivalente à celle des Blancs, mais qui aujourd'hui, ils sont propriétaires de la moitié de la société. Donc c'est ça que je voulais montrer au niveau du santal. Et là, la vie du santal n'est pas finie puisque 20 ans après, j'ai commencé le santal en 99 et j'ai lancé en 2019 un nouveau produit qui est issu en fait des déchets de distillation. On s'était dit, moi je passais souvent dans les unités de distillation et que je sentais les déchets, je me dis mais pourquoi on ne fait que brûler ou étaler ces déchets sur la nature? Pourquoi on ne peut pas réutiliser pour la parfumerie? Et le fait de réutiliser ce déchet d'une autre façon permet d'avoir une autre matière qui est référencée d'ailleurs chez Symrise aujourd'hui et qui permet d'utiliser un nouveau déchet de la parfumerie pour enchanter les parfums de demain. Et Catel, je pense, l'a compris. Je pense que Catel peut parler de l'utilisation du santal en parfumerie, qui est un fixateur extraordinaire. Catel, tu utilises le santal dans tes créations? On a perdu Catel. Bon, alors est-ce que tu peux nous parler de cette myrrhe-là La myrrhe, ça a été vraiment la première aventure pour Bièvre. Donc je me suis rendu en Namibie à la rencontre des tribus Imba grâce à une ONG qui s'appelle IRDNC, Karen Notte, avec qui je suis toujours en relation quelques années après, une quinzaine d'années après.
ces tribus Imba en fait utilisaient cette matière, cette gomme de myrrhe qui exude naturellement des Commiphora wildi, mélangée à l'ocre du sol et avec la crème de leur lait, puisque ce sont des éleveurs de vaches et de chèvres. Elles s'enduisent en fait la peau et les cheveux de cette matière pour se protéger des conditions climatiques et des insectes. Et cette myrrhe est vraiment superbe. Et elle exude au mois d'octobre, quand la sécheresse est vraiment importante et que les tribus Imba doivent redescendre de leur colline pour aller récolter cette résine et faire paître les animaux où il y a encore un petit peu d'eau. Et c'est la période où les Imba sont très fragiles. Et le fait d'apporter une rémunération à ces tribus pour la récolte de cette myrrhe leur a permis de souffler un peu par rapport à l'économie. Cette myrrhe aujourd'hui est commercialisée en huile essentielle. Avec la société Mann, on a été à la fois enregistrer cette matière, mais aussi les aider à distiller sur place. Et on a fait maintenant la distillation de l'huile de myrrhe. Je pense qu'écologiquement, il est mieux de transporter en fait de l'huile essentielle que des tonnes de résine. Et qu'en plus de ça, la valeur ajoutée, et c'est mon combat, la valeur ajoutée olfactive, la valeur ajoutée matière première reste en Namibie le plus possible. Exactement, elle reste sur place. C'est-à-dire que ce serait un désastre éthique et écologique de récupérer et de transporter alors qu'on peut transformer sur place. Exactement, mais c'est une démarche qui est longue. On a mis quelques années avant d'arriver à cette démarche-là. Et moi, mon principe, c'était effectivement, une fois que je suis allé en Namibie et qu'on a quand même investi quelque part en frais de déplacement, en rencontre avec les gens, parce que les tribus Imba, moi je les vois assez régulièrement, en tout cas j'essaye de les voir assez régulièrement, et l'idée c'était quand même, si la myrrhe ne marche pas, et ce qui est possible commercialement, que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et donc l'idée, c'était avec cette ONG d'aller sur le terrain pour rechercher d'autres matières sur le secteur des tribus Imba, le Kaokoland ou Kaokeveld, des matières qui pourraient être intéressantes pour la parfumerie. Et la deuxième matière que j'ai trouvée, je vous la montre d'ailleurs à l'écran, c'est ce qu'on appelle le Bushman Candle. C'est en fait une cire qui vient se constituer autour des petits branchages du sarcocolon et qui était utilisée par les Bushmen comme cire naturelle et donc comme bougie naturelle. Donc on enflamme, je ne vais pas le faire ici, mais on enflamme cette cire et on a une bougie naturelle. Et les Bushmen s'en servaient lors des bonnes discussions autour des feux, etc. Et quand on a fait brûler pour la première fois cette cire dans le Kaokoland, vous avez cette odeur d'encens, cette odeur de benjoin qui est vraiment formidable. Le fait de ramener ça aux parfumeurs, on ne peut pas leur faire sentir le brûlé dans les laboratoires, malheureusement, mais le faire transformer après en résinoïde, de faire quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été une de mes découvertes, ça devait être en 2009, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, Catel va se reconnecter, son ordinateur a planté, donc on reste un peu avec toi Stéphane. D'ailleurs, on a une question. Comment est-ce que tu t'assures donc pour chaque projet, chaque ingrédient, de ne pas épuiser la source? Tu nous as expliqué déjà pour le santal que c'est replanté, donc on est vraiment dans la durabilité. Comment tu t'assures de ça pour chaque matière? Alors ça, ce n'est pas moi qui le fais, hein, c'est vraiment les associations sur place. Par exemple, je vais vous montrer une autre matière que j'ai par devant moi, qui est une résine d'élémie. Donc l'élémie, c'est une résine qui écoule d'un arbre qui est magnifique, qui fait 30 à 50 mètres de haut. Et une fois par an, il y a cette gomme qui exude. Par contre, on est obligé d'inciser l'arbre pour avoir cette gomme. Et c'est lors d'un voyage à Madagascar, dans le Macaï, dans une zone vraiment très très isolée, où j'ai pu découvrir cette résine, notamment en sentant là aussi l'arbre. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette résine, et grâce aussi à un guide sur place. Et donc, avec l'ONG Cœur de Forêt, sur place, on est allé effectivement faire des GPS en fait de tous les arbres à Eleni, présents sur une zone précise. Donc, on a aujourd'hui un repérage de tous ces arbres-là. La première année, ça a été de faire les incisions et de voir combien on pouvait récupérer pour chaque arbre. Ces incisions et ces arbres Eleni existaient aux Philippines, donc on avait déjà un modèle existant aux Philippines, mais par contre, ils avaient une manière de soigner les arbres derrière qui n'était pas très écologique, donc du coup, on a gardé le bon, et puis on a progressé sur ces écoulements, sachant qu'on était effectivement sur rechercher comment on pouvait récupérer cette résine sans blesser l'arbre et pouvoir en récupérer de façon longue. Et donc, quand on fait ça et quand on fait ça sur plusieurs saisons, on arrive en fait à avoir un estimatif de volume. Et moi, ce qui me donne aussi la possibilité d'aller contacter plus ou moins les grandes maisons de parfums ou alors les petites marques de niche.
Parce que suivant ce qu'on va pouvoir récupérer en potentiel, ce n'est pas la peine d'aller alerter une grande marque si on peut récupérer que quelques kilos par an. C'est le cas du piri-piri que Catel a utilisé, qu'on va peut-être retrouver sous peu. Je crois que Catel est en train de revenir. Catel, est-ce que tu es là? Bon, elle arrive. Oui, je suis là, vous m'entendez? Je vais vous montrer un autre des découvertes, c'est le piri-piri, qui est un Cyperus articulatus, qui est en fait une racine de roseau que j'ai découvert grâce aux tribus Shipibo au Pérou. Et eux s'en servent en filtre d'amitié et d'amour. Et donc, on les a aidés à comprendre comment déjà eux s'en servaient, comment ils l'utilisaient et ce qu'on pourrait en faire pour la parfumerie. Donc là, on a effectivement aidé, notamment avec Cœur de Forêt, sur le financement d'unités de distillation pour qu'ils distillent sur place. Et on a une autre écurée, mais je crois que la Catel qui nous a rejoint peut en parler de ce piri-piri péruvien. Je te laisse la parole, Catel. Oui, je suis désolée, j'ai eu un petit… du coup, effectivement, le piri-piri, c'est une matière absolument sensationnelle parce qu'elle est extrêmement facettée. Et je l'ai utilisée notamment dans la Bohème, donc, qui a été en finale du prix d'innovation. Donc là, c'est vrai que le but était de la sublimer. En même temps, je l'ai utilisée dans un parfum qui était vraiment très caractéristique, une note florale, transparente, aquatique. Or, le piri-piri, il n'y a pas du tout cette facette-là. Donc là, vraiment, le but était de rajouter le piri-piri pour donner au parfum vraiment de la profondeur, de la puissance, du caractère, des facettes vraiment très particulières. Et c'est vrai que le piri-piri, avec ses facettes boisées, épicées, légèrement fruitées, participait à ça et a vraiment donné de la profondeur au parfum. C'est ce que je disais, la profondeur et du caractère et vraiment du sillage. Donc, c'était super intéressant de pouvoir utiliser. D'accord, bah, super. Donc le piri-piri, donc découvert par Stéphane au Pérou. Encore une fois, hein, donc sur place, d'après ce que je comprends, Stéphane, tu travailles toujours avec des entreprises et des associations locales pour toujours t'assurer de la durabilité d'un point de vue humain et environnemental de chacune des essences que tu vas chercher. Et ce qui est important aussi, c'est la fidélité aux producteurs, la fidélité voilà, quand on prend un engagement avec des tribus, c'est effectivement ne pas promettre des choses qui sont intenables, ne pas demander des exclusivités, parce que l'exclusivité est, à mon avis, une restriction même intellectuelle. Je pense que si on est plusieurs à vouloir développer, on aura forcément plusieurs types d'idées de transformation. Là, par exemple, le piri-piri, qui est une sorte de piprioca qui existe au Brésil, qui est le Cyperus articulatus au Pérou. J'ai découvert qu'il y en avait plein aussi en Afrique qui ne sont pas les mêmes, qui sont d'autres Cyperus issus de roseaux. Là, en Afrique, par exemple, il y en a un qui s'appelle le Gowé. Et on peut, sans créer de compétition entre les matières, on peut arriver à trouver des façons différentes. Par exemple, sur le Gowé, le fait de pouvoir, par exemple, torréfier la racine donne une matière qui est différente au niveau olfactif. Donc, il n'y a pas d'interdit dans le domaine de la parfumerie. Tout est possible. C'est quand on commence à dire que ce n'est pas possible qu'on se met des barrières. Tout est possible jusqu'à ce que le prochain trouve, par exemple. Je pense qu'il ne faut pas avoir de barrières dans mon métier en tous les cas. Et puis après, raisonnablement, il y a des choses qui font que ça fonctionnera et qui ne fonctionneront pas. Mais essayons d'éviter d'opposer les matières entre elles. Il vaut mieux aller sourcer des matières qui sont endémiques de pays, par exemple, que d'aller implanter une matière qui n'a pas de sens. Je ne sais pas, aller développer une vanille française sur le territoire français, ça n'a pas de sens. Développer une vanille au Mexique, c'est normal, ça vient de là. Un ylang aux Philippines, c'est l'origine. Retrouvons un peu l'endémisme d'époque. C'est très important pour moi. Et alors justement, la vanille, je crois que tu as travaillé également avec Catel sur une création à partir justement de la vanille que tu es allé chercher à Madagascar. Oui. Alors sur la vanille, c'est une vanille particulière. Pardon? C'est une vanille particulière? Une vanille particulière. Oui, c'est la Madagascarensis, donc c'est la planifolia, elle est connue, elle a été donc à l'origine c'est le Mexique qui avec les voyages de la vanille qui est arrivé à Madagascar. Mais cette vanille-là, elle est particulière dans le sens où Jean-François Arnaudot, qui est que je salue là s'il nous écoute, qui est un formidable professeur trouve-tout, qui avait mis au point une recette de vanille verte. La technique, c'était éviter de transformer cette vanille
avec une longueur très très importante et donc une main-d'œuvre très peu chère à Madagascar, mais en fait qui n'enrichissait pas le producteur. Et l'idée, c'était de déclencher la vanilline de façon autre. Et donc l'idée, c'était donc de passer cette vanille par des stades de congélation, puis chauffage au soleil, de manière à créer un choc thermique et avoir en fait le déclenchement de la vanilline. Et donc, en faisant cela, on s'est aperçu que ce procédé-là est un procédé extrêmement simple. Et une fois que j'ai eu ce procédé, qu'on l'a testé, moi, j'ai offert ce procédé aux producteurs parce que mon idée, à chaque fois, ce n'est pas d'investir dans des procédés, c'est de donner la chance aux producteurs de pouvoir vivre de leurs matières premières. Et donc, ils ont maintenant, grâce à cette vanille, la possibilité d'avoir une marge sur leur récolte, mais aussi une marge sur la transformation. Et donc, ils sont de plus en plus enclins à vivre de leur métier. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de transporter des tonnes et des tonnes de vanille et de faire dans son coin ou en France, etc., des transformations. Ça n'a pas de sens. Là encore, on rejoint l'écologie, on enrichit des personnes qui n'ont pas forcément besoin. Donc, c'est important qu'on puisse redonner quand on peut redonner ces procédés, parce que il y a des procédés, c'est très compliqué. Par exemple, pour le CO2 supercritique, c'est compliqué d'aujourd'hui d'implanter un CO2 supercritique dans des zones un peu reculées, par exemple. Mais à chaque fois qu'on peut le faire, il faut le faire. Mais de toute façon, ton travail, je crois, notamment auprès des populations indigènes en Australie, a été reconnu par les Nations Unies. Donc, et vous avez eu un prix spécial pour ça. Donc, on voit bien que tu as cœur à bien faire et que tu fais avec les gens sur place. Encore une fois, moi, j'ai été le promoteur de ce travail, mais le travail, c'est quand même les Aborigènes qui le font là-bas. C'est Dodjan qui a obtenu ce prix plus que moi. Voilà, moi, je ne suis qu'un lien entre les producteurs et les utilisateurs que sont les parfumeurs qui vont justement embellir, comme le fait Catel, qui vont embellir ces matières. Alors justement, Catel, je me demandais, parce que j'imagine bien Stéphane avec sa mallette arriver sur ton bureau et te dire « Regarde ce que j'ai !» Mais est-ce que des fois, ça se passe dans l'autre sens? Est-ce que des fois, tu lui dis « Moi, je rêve d'une vanille comme ça. Est-ce que tu sais où la trouver ?» Ou j'ai besoin de telle matière. Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de faire ça. Pour l'instant, effectivement, ça va dans le sens où Stéphane, il vient, il montre tout ce qu'il a et après, c'est le choix, quoi. C'est voilà, à sentir tout ce qui nous apporte. Et puis après, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est tout pas parce que nous, là, on va dire, oui, moi, ça me plaît. Derrière, il faut être sûr qu'il y ait assez de commandes, qu'il y ait des gens qui soient OK. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait en terre, parce que lui, il trouve les matières. Nous, en tant que fumeurs, on les choisit. Et puis, c'est vrai que plus on va être à choisir, sans que non plus ça dépasse, parce que c'est ce qu'il disait tout à l'heure, il ne faut pas non plus que ça soit à outrance, sans que ça dépasse. Mais il faut qu'on permette aussi de développer ces matières. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt lui qui vient me proposer des matières, les présenter, et après, à moi de choisir. Donc, c'est vrai que c'est génial. J'adore, c'est passionnant. Catel, est-ce qu'il t'est arrivé de dire… Et d'ailleurs, la petite vanille verte, voilà comment elle se présente. Donc, c'était juste pour montrer, on le voit beaucoup, mais voilà, la vanille verte, au final, la substance que ça fait. Et on a très envie de sentir. Et alors, elle est pas… En plus, elle est vraiment… Elle est superbe. Elle est extrêmement vanillée, bien sûr. Et on a une note très gourmande, fruit. Alors, elle est différente en fonction des… Enfin, là, cette vanille verte, elle est vraiment différente des vanilles qu'on a l'habitude d'utiliser. Moi, je la trouve un peu plus fruit sec et beaucoup plus vanillée. Et elle est extrêmement puissante. Donc après, c'est vrai qu'il faut réussir à pouvoir l'utiliser pour la mettre en valeur sans que ça dénature le parfum et que ça la dénature elle-même. Donc c'est ça, c'est mon travail à moi. Mais c'est vrai que notamment dans l'envoûtante, je l'ai utilisé et qui était un oriental, donc travailler de la vanille. Mais ça me tenait à cœur d'utiliser cette vanille qui a vraiment une note très particulière. Et j'ai utilisé aussi l'amire de Stéphane pour ajuster avec la vanille pour avoir des facettes différentes. C'est un parfum extrêmement facetté. Et là, on ressent bien cette vanille très puissante, très gourmande et avec toutes les petites facettes qu'elle peut avoir. C'est génial. Ça donne très envie de l'essayer, l'envoûtante. Et là, je l'ai à côté de moi et elle est extrêmement puissante.
Et alors, Catel, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que Stéphane apporte un nouvel ingrédient et que tu lui dises « Ah non, ça ne va pas être possible ». La dernière fois qu'on s'est vu, justement, il m'a fait sentir, donc c'était en septembre, il m'a fait sentir plein de nouvelles choses. Et il y a eu une matière ou deux sur lesquelles j'ai dit, ouais, ça me sent plus. Alors, je ne sais plus laquelle c'était exactement, mais c'est vrai que ça sent toutes les matières qu'il m'a proposées. À chaque fois, c'est des matières. Alors, ce n'est pas forcément des matières méconnues, hein, parce que je pense au cyprès ou je pense à une immortelle, je ne sais plus ce qui m'a fait sentir, mais vraiment des matières pas forcément pas connues, mais qui sont travaillées de telle sorte qu'elles sont facettées différemment. Elles ont des notes différentes. Et moi, aussitôt, j'imagine comment je vais pouvoir les utiliser en parfumerie. Il y avait un patchouli aussi qui était particulier. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est aussitôt, on imagine. Parce que le parfumeur, avant d'être, comme on dit, de sentir, il imagine. Et c'est vrai que ça nous emmène dans des voyages. C'est aussitôt, il y a l'imaginaire qui fonctionne et puis tout ce qu'on va pouvoir travailler derrière. Et puis donc finalement, ça enrichit ta palette, hein, puisque même si, comme tu disais, ce ne sont pas forcément des ingrédients nouveaux comme le patchouli, il y a une nouvelle facette liée à la façon dont le patchouli a été créé, récolté, etc., qui te permet d'avoir finalement comme un nouvel ingrédient. C'est ça. Alors, en fonction des fournisseurs, des qualités, des années en naturel, on a toujours des odeurs différentes, ça on le sait. Mais là, c'est vrai qu'on a des odeurs particulières avec des facettes particulières. Et en plus, il y a toute l'histoire derrière qui est importante. Moi, c'était important pour moi de mettre ça en valeur. C'est ça aussi. Parce que, enfin, on est dans une ère où c'est important de mettre toute l'éthique et l'éco-responsabilité en avant. Et là, c'était important aussi d'utiliser ces matières premières-là, sachant tout ce qu'il y avait derrière, tout le travail et tout ce que ça engendre aussi sur les populations, sur l'écologie. Enfin, c'était important pour moi d'utiliser ces matières dans ce sens-là aussi. Hein. D'accord. Ben, c'est super. On voit qu'il y a vraiment une vraie connexion entre vous deux. Oui, Stéphane, tu voulais prendre la parole. Sur que, bien sûr, il y a des matières qu'on dit traditionnelles, mais il y a aussi des manières de les traiter qui sont importantes. Je pense notamment à l'ylang-ylang, qui est quand même, la distillation d'ylang-ylang est responsable de 65% de la déforestation des Comores. Comment ne pas prendre aujourd'hui acte de cela et trouver des solutions? Avec Bièvre, on a trouvé en fait un système de transformation de l'ylang, de distillation, qui fonctionne à l'énergie solaire. Donc pas d'empreinte sur le plan environnemental, un paiement juste des fleurs et on arrive à trouver. Certes, le rendement à cause ou grâce à cette énergie solaire est moindre, donc ça fait un produit qui est plus cher que le ylang extra traditionnel, mais c'est une magnifique matière et au moins on apporte en fait sa pierre à l'édifice en disant voilà, au moins cet ylang-là, même s'il n'est pas très différent en termes olfactifs, il apporte vraiment sur le terrain quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on va respecter le lieu où les producteurs cultivent et on ne va pas déforester parce qu'à un moment donné, une fois qu'on aura déforesté, il n'y aura plus rien. Là, les Comores, c'est terrible. Les arbres ont été coupés pour brûler le bois, pour distiller et donc sur les montagnes de plus en plus haut. Donc les boues se sont écoulées, arrivent jusqu'à la mer, donc détruisent à la fois la terre et détruisent aussi en mer tout ce qui est coraux, etc. Donc on est en train de chez nous, pour sortir un parfum à l'ylang-ylang, on est en train de détériorer et tuer l'environnement des producteurs qui nous servent aujourd'hui à vendre nos belles matières et ce produit-là. Et franchement, c'est des éléments importants. Sur le patchouli, c'est différent. Le patchouli, souvenons-nous de comment était traité le patchouli à l'époque. Des grosses sociétés importaient le patchouli en France pour les distiller en France. Et à l'époque, donc, le patchouli était séché une première fois, envoyé en France, réhumidifié et resséché. Pourquoi ne pas se servir de ça pour une double humidification, double séchage, pour en faire un patchouli un peu différent? Là, j'ai la chance de travailler avec un producteur de patchouli de Bali certifié et qui travaille en permaculture. Bon, on apporte le patchouli n'est pas très, très différent olfactivement, mais il apporte quelque chose sur d'autres plans. Et c'est pour ça que la valeur ajoutée, elle n'est pas forcément sur l'olfactif, elle peut être aussi sur le plan écologique ou sur le plan rémunération éthique, etc. Et c'est ça qui est important à mesurer, ce n'est pas simplement une odeur. Derrière l'odeur, il y a quand même le sentir bon, c'est bien. Le sentir bien, bah, c'est un peu l'odeur aussi qui fait qu'on se sent bien. Et sentir bien dans la tête aussi, c'est très important. Et aujourd'hui, on redécouvre que sentir, c'est important.
combien de gens portent le masque aujourd'hui et quand ils commencent à retirer le masque, ils découvrent que le nez, ben, c'est important. C'est important pour sentir les autres, c'est important pour sentir la nature. Ah ouf, on respire, on se sent bien. Et je pense qu'il faut profiter de ces moments-là pour se dire, ben voilà, le nez, c'est quand même très important, pas simplement pour manger, mais pour être alerté des dangers. C'est important pour séduire, c'est important pour plein de choses. Et c'est ça qui est aujourd'hui qui est en jeu. Hein. Prenons ce temps de réflexion pour s'ouvrir sur les autres, s'ouvrir avec notre nez. Profitons de ça. C'est pas important pour le bien-être aussi parce que on a oublié que les matières premières naturelles avaient des vertus aussi d'agir sur nos émotions, notre bien-être. Et c'est ça aussi, moi, que j'utilise avec toutes les matières premières que me propose Stéphane. C'est mettre en avant ça, le bien-être, l'apaisement, ça agit sur notre psychisme. Exactement. Ouais. Moi, j'ai sorti une marque il y a 1 an et demi qui s'appelle Le Sourceur, qui est une huile essentielle qui est vendue par Internet, qui permet aux particuliers de pouvoir acheter ces matières avec un but plutôt, on va dire, aromaécologie ou olfactothérapie, de se soigner par les odeurs. On sait que le santal, ça a été prouvé par un médecin autrichien qui s'appelle Dr. Bauer, en appliquant le santal sur la peau, on arrive à réduire les battements du cœur en phase systolique et prouver qu'en fait, en ramenant le battement à un niveau très bas, on arrive à la concentration. Ce que les moines bouddhistes connaissent depuis des centaines et des centaines d'années, ce que les aborigènes connaissent depuis des millénaires, puisqu'ils utilisent le bois de santal brûlé, et les fumées entourent les enfants qui pleurent et viennent calmer l'enfant. Donc on sait ça. Je vais en mettre plein le lit de mon fils là avant de se coucher. Du santal. Ça apporte apaisement et ça aide au recentrage, effectivement. C'est très apaisant le santal au niveau olfactif. Ça, ce serait presque le sujet d'un autre talk. Parfum et émotion. Parfum et exactement. Oui. En fait. Exactement. Il y a des grandes prêtresses de l'aromathérapie, comme Patti Cana, qui est réputée dans ce domaine-là et qui fait des très belles choses. Ouais. On a plusieurs questions, enfin beaucoup de questions. Alors, je vais répondre à celle qui excite un peu le forum. Comment tu arrives, Catel, à faire des parfums aquarelles qui soient responsables, qui sentent bon et qui soient si peu chers? Alors ça, c'est toute une discussion, effectivement. Alors, il y a une méthode de diffusion qui est très différente des parfums classiques et qui permet effectivement de réduire les coûts. Parce que moi, au niveau de ma formule, je travaille aussi pour plein de marques autres que des marques naturelles. J'ai travaillé pour beaucoup de marques de niche et je sais que le prix qui m'est alloué pour la formule est extrêmement important. Alors après, effectivement, la méthode de distribution actuelle fait qu'ils peuvent réduire les coûts et c'est vrai qu'ils arrivent à avoir des coûts plus faibles que les parfums classiques. Mais au niveau qualité, c'est… Après, bon, je ne suis peut-être pas objective parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je sais effectivement la qualité qui est mise dedans avec toutes les matières. On est sur du 100% naturel et on a des matières premières vraiment de haute qualité. Et après, c'est toute une chaîne de distribution qui est différente. Voilà, ils ont fait appel à un parfumeur indépendant, pas une grosse maison de création, donc ce n'est pas les mêmes budgets. Moi, je travaille aussi avec un laboratoire de fabrication. Les coûts sont pas les mêmes parce qu'on a aussi une chaîne du début à la fin. Eux, ils fabriquent dans leurs locaux, localement, c'est pas loin de chez moi. Tout est fait de façon à ce qu'on soit sur la réduction des coûts en travaillant de manière aussi locale, sur place, en faisant appel à des artisans français. Et c'est aussi comme ça, je pense, qu'on réduit les coûts. Hein. Et j'ai une autre question, plus pour Stéphane, qui est de l'ordre de la quantité. À partir de quelle quantité de production, tu sais que tu peux aller voir les copains Firmenich, Givaudan ou Catel? Comment tu évalues ça? C'est pas le même impact. Hein. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des matières sur lesquelles je ne peux aller voir que le marché de niche, entre guillemets, si je veux apporter une durabilité sur la matière. On va prendre le piri-piri. Le piri-piri, on est sur une dizaine de kilos, voire à 20 kilos par an. Donc, c'est toute une petite production
Et même si on fait des efforts extraordinaires, qu'on replante du piri-piri, il faudra des années pour atteindre voire une centaine de kilos, ce qui est déjà énorme. Donc ça, c'est réservé, je dirais, au marché de niche. Pour des grandes sociétés dont tu as cité les noms, en dessous de centaines de kilos, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il s'agit de matières qui simplement vont être une origine différente, une espèce qui est déjà connue, mais qui a, par exemple, un procédé de transformation différent, une centaine de kilos, 200 kilos, c'est quelque chose de nécessaire. Si on est sur une matière complètement nouvelle, il y a des phases d'enregistrement qui sont très longues. Il y a un coût lié à ça qui est bien trop important. Si on veut, aujourd'hui, des grosses sociétés, c'est un enregistrement international. Donc, il faut un enregistrement européen, il faut un enregistrement américain, il faut un enregistrement chinois. Et donc, tout ça, pour une matière, en gros, on peut estimer à entre 120 et 150 000 euros pour les enregistrements. Or, la société qui prendra le risque d'enregistrer une matière comme ça n'a pas de garantie d'être la seule. Le concurrent peut venir du jour au lendemain, dès lors où la matière est déjà enregistrée, elle peut l'utiliser sans passer par cette phase de 150 000 euros d'enregistrement. Donc, le système est fait de telle sorte que il faudrait pouvoir maîtriser le volume qui pourrait être produit dans des conditions suffisamment importantes pour amortir un investissement. Et ça, comme tout le monde le sait et Catel le sait, quand on découvre une matière et quand elle arrive sur le marché, il peut se passer 4, 5, 7, 10 ans. C'est là où on n'a pas de réponse par rapport à ça. C'est un métier qui demande beaucoup de patience, en fait, hein, à la fois pour chercher, trouver, puis… Alors, la partie qui est formidable, c'est que c'est un métier de voyage où on va à la rencontre des gens, on va à la rencontre des producteurs, moi à la rencontre des botanistes. Je ne suis pas botaniste, je ne suis pas parfumeur, je vais à la rencontre des parfumeurs, je vais à la rencontre des cuisiniers, parce que là aussi, dans la cuisine, il y a aussi des ressources extraordinaires qui pourraient être utilisées pour la parfumerie. Donc, ça, c'est le métier qui est le plus facile. Trouver des matières, il y a sûrement 300 000 à 400 000 matières qui n'ont pas encore été trouvées aujourd'hui. Et je ne parle pas des matières qui ont déjà été trouvées, qu'on pourrait transformer de façon différente. Et je ne parle pas des matières qui pourraient être, qui viendraient d'un autre endroit, mais qui sont à l'origine. Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. La partie la plus compliquée, c'est la partie mise en place de cette filière d'enregistrement de matières premières et d'utilisation. Là, il faut beaucoup de patience. Les trouver, les matières, c'est vraiment pas compliqué. Au début, on se trompe beaucoup. Hein. On croit avoir trouvé la dernière pierre précieuse et en fait, comme disait Catel, il y a des choses qui plaisent plus ou moins. Le fait d'avoir des parfumeurs de grandes maisons de parfumeurs de niche, il y a aussi des habitudes différentes, des origines différentes. Il y a des gens qui vont apprécier telle matière et d'autres qui ne vont pas l'apprécier, qui ont des projets, qui n'ont pas de projet. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir faire tester ces matières-là auprès des parfumeurs de niche, auprès des grandes maisons, et puis d'avoir, on va dire, 80% des gens qui disent, oui, là, vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, on peut passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est effectivement commencer à faire un échantillon représentatif, à vérifier au niveau de la législation, de regarder ce qu'il y a dedans en composants, qu'il n'y ait pas d'allergènes, très peu d'allergènes si possible, de trouver le procédé de transformation et puis de mettre en place la filière pour pouvoir récolter au fur et à mesure et commencer à faire des stocks. Les premières années sur la résine de myrrhe, j'ai acheté, je crois, pendant 2 ans, plusieurs tonnes de myrrhe sans savoir que j'allais en faire. Donc, il y a un pari. Il y a un goût du risque aussi qu'il faut avoir pour être sourceur. Ce n'est pas simplement voyager et trouver des matières, et c'est la partie sans doute la plus intéressante. La partie découverte et aussi montrer ces découvertes, c'est quand même ces trésors aux parfumeurs et de se dire, ça y est, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Ça, c'est génial. C'est génial. Donc, voilà. C'est génial. Et après, c'est frustrant parce que nous, on espère que la matière, on va pouvoir l'utiliser. Ouais, c'est vrai. Et puis après, il y a des matières que j'avais découvertes en 2000
qui ne sont pas sorties. Et là, je suis en train de travailler. Tiens, je vais vous montrer une qui est en train de travailler, qui est assez rigolote. C'est ce qu'on appelle un Xanthorea précis. Parce que Stéphane, il nous fait rêver. Quelquefois, il nous dit, j'ai des idées, je vais vous faire sentir ça. Et puis, au final, eh ben, on peut pas les avoir parce que la réglementation ou la technique fait que c'est pas abouti. Hein. Mais c'est pas des choses super. Et il revient 20 ans après, donc avec la même chose. Donc, remarque, tu peux attendre 20 ans, c'est bon, il n'y a pas de problème, non? Mais c'est comme dans Non, parce que quand on les sent et qu'on les aime vraiment, on espère que on va les avoir parce qu'on imagine déjà où est-ce qu'on va pouvoir les utiliser, comment. J'allais dire, c'est aussi comme dans la nature. Moi, je me rappelle d'un voyage au Nicaragua où j'avais senti une fleur qui sentait absolument rien le matin et le soir, en y retournant, je suis passé à côté et ça sentait. Il y a des bons moments. Et c'est quand on est en voyage, parfois, les parfumeurs réclament des fleurs nouvelles, etc. On sait que les fleurs, c'est compliqué. Effectivement, sentir une fleur, de trouver des fleurs nouvelles, il y en a. Ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est une problématique de masse, de transformation, d'outils sur le terrain, etc. Mais il faut être là au bon moment aussi. Quand vous voyagez, vous n'êtes pas forcément là au bon moment. La fleur, elle va peut-être se dévoiler à un moment donné, elle va vouloir vous séduire, ou elle va vouloir séduire l'insecte qui va la polliniser. Et c'est peut-être pas le bon moment. Vous êtes, les fleurs muettes, il n'y en a pas, je crois pas. Je crois que simplement, on n'est pas tombé au bon moment, on n'a pas trouvé le bon moyen de récupérer ce qu'elle veut nous dire. Donc, il y a vraiment cette notion de patience est importante. Il y a un problème d'espace-temps. Il faut être au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est aussi aléatoire et c'est ce qui fait aussi la beauté, où on réussit, où on échoue sur des matières. Les histoires de réglementation APA, c'est pas toi qui t'en occupes? Non, je sous-traite tout ça, non. J'ai absolument aucune compétence, moi. Oui, ben, chacun son métier. Et moi, je voulais juste rajouter, moi en plus, alors j'ai Stéphane qui me propose plein de matières, mais en plus, moi, selon les projets, j'ai des craintes vraiment très particulières, notamment quand on est sur du bio ou du éco-cert. Et effectivement, quelquefois, il me présente des matières que j'adore, mais en fait, je ne peux pas les utiliser parce que j'ai un cahier des charges très particulier et du coup, je suis restreinte. Donc ça aussi, quelquefois, c'est frustrant parce qu'on sent des jolies choses et puis on a derrière, il faut réfléchir derrière à effectivement tout ce qui est réglementation technique. Ouais. Le sourceur doit être curieux de toutes et de tous et de tout. Ce qui est important, c'est là, une réglementation sur la bergamote fait que il y a un ingrédient qui est classé CMR qui va poser problème. Et donc, du coup, le fait d'être à l'écoute de ça, on se pose des questions en disant mais comment on peut trouver des solutions à cette problématique-là? Et puis, ça emmène sur d'autres sujets. Par exemple, la bergamote, quand on commence à lire sur la bergamote, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de fleurs et il y a très peu de fruits finalement qui sont issus des bergamotiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer les fleurs? Est-ce que ça a été fait? J'étais en discussion hier avec un master parfumeur qui me disait, mais écoute, de connaissances comme ça, personne n'a essayé la fleur de bergamote. Voilà. Voilà, moi, ça me donne un départ pour ce type d'aventure, en me disant, voilà, attention, il y a des restrictions sur la bergamote, c'est CM1, il y a peut-être des idées sur les fleurs, il y a bien sûr les feuilles, les petits grains, c'est déjà connu, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Je pense à, Catel parlait de législation par rapport notamment aux extractions aux solvants. Il y a notamment, je crois que c'est Sophie Lavoine de Charabot-Robertet qui avait développé un système de transformation via le CO2 en faisant macérer les fleurs dans de l'alcool. Voilà, ça c'est des solutions qui peuvent être intéressantes. Il y a la myrrhe de Namibie pour y revenir et c'est pour ça que c'est jamais fini. Dans cette myrrhe de Namibie, il y a un solvant naturel qui s'appelle l'heptane. On a 35% d'heptane naturel. On a réussi à isoler cet heptane avec Xavier Fernandez de Unis à Nice. Cet heptane naturel sert aujourd'hui à extraire, on a fait des essais, on a extrait de la rose centifolia et des jasmins de Grasse. Et on a des absolus 100% bio issus d'un solvant naturel, issu de matières naturelles durables et éthiques. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Alors après, il y a d'autres problématiques à côté, c'est des problématiques financières. Mais voilà, on cherche, il y a des choses qui fonctionneront, il y a des choses qui ne fonctionneront pas. C'est ça l'intérêt, c'est de se dire que tout est possible. C'est pas de commencer à se mettre des barrières en disant mais non, un tel a essayé, etc. Non, ouvrons-nous les possibles. Il y a un champ d'îles énorme à exploiter. En fait, c'est ça que j'adore avec cette suite de talks sur le thème de la RSE et de la parfumerie responsable. C'est déjà, on se rend compte que ça fait plus de 20 ans que la parfumerie cherche des solutions. Alors, évidemment, il y a des choses à améliorer, mais en tout cas, c'est une filière qui est engagée depuis 20 ans. Et surtout, on se rend compte qu'en étant responsable, la palette du parfumeur,
elle s'enrichit plutôt que de se restreindre. Et je trouve que à chaque fois, moi, je suis hyper contente en tout cas. Parce que souvent, quand on rime avec bio, écolo, on a plutôt envie de rétrécir que de voir plus grand et de se mettre aucune limite. Merci les amis, merci d'avoir été là et d'avoir partagé, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Quant à nous, on se retrouve. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci Stéphane et Catel. On se retrouve vendredi prochain. Alors attention, vendredi c'est Pompéd Up, il y a 2 talks la semaine prochaine. Givaudan qui va nous parler de éco-design en parfumerie et Isabelle Ferrand que j'ai vue qui va nous parler des tendances parfums en 2020. Voilà. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci, très bonne journée. Voilà. Merci, bonne journée à tous.